Bonjour à tous et à toutes. On laisse les dernières personnes s'installer. Je ne suis pas étonnée de la foule présente ici sur un sujet que tout le monde attend depuis des années. Alors, je vais faire une mini présentation de cette session, très simple. C'est une aventure qui a duré 3 ans. Ça a commencé en 2021. C'est l'association de 3 sociétés savantes, la SF3PA, la Fédération des concessions mémoire, la SFGG. C'est 2 pilotes qui ont tout managé. À ma droite, Jean Roche et Maria Soto à Toulouse, qui ont mobilisé 20 groupes de travail, 20 pilotes de groupes de travail, 100 à 120 personnes qui ont participé, des centaines d'heures de visio et des centaines et centaines d'heures d'écriture. Voilà, je veux juste que vous compreniez où nous en sommes. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir les premiers résultats quasi définitif de ce gros travail sur les nouvelles recommandations des troubles psychocomportementaux dans les maladies neuroévolutives. Et je pense que vous pouvez déjà applaudir les gens qui ont travaillé sur le sujet. Et après, je présente les candidats. Voilà. Bah ouais. Voilà. Donc, nous allons commencer par la première présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'après chaque présentation, une question brûlante, si elle est vraiment brûlante, parce qu'on va essayer de faire un petit débat à la fin, ce qui serait peut-être plus intéressant. Et donc, je vais passer la parole à Jean Roche, donc, qui a été le pilote principal et le pilote du groupe de travail sur les situations de crise. Et je pense que ces situations de crise, c'est ce qui a posé le plus de questions ou de difficultés à manager. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci, Jean. Ah. Je préfère un micro qui marche. Celui-là, il marche? Est-ce qu'il y a un micro qui marche? Est-ce que tu parles fort? Je ne parle pas assez fort pour me passer le micro. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, comme vient de le dire en introduction, un grand merci aux organisateurs du congrès pour nous donner la possibilité de présenter ce travail, donc, qui est pas mon travail, mais le travail de beaucoup de gens qui ont voulu s'investir en plus de leur travail de base, et qui a été fait au niveau des coordinateurs nationaux avec moi et donc Maria Soto, qui n'est pas présente aujourd'hui. Juste pour vous rappeler un petit peu les choses, c'est que les dernières recos... Alors là, on vous parlera qu'un tout petit bout en fait, du travail. Il n'y a que 3 topos et il y a 20 groupes, donc il y a un peu plus de marge. Les dernières recos de l'HS remontent à 2009, donc ça fait 15 ans. On avait sollicité, moi et Maria, il y a quelques années, dans les suites des congrès Alzheimer, le fait que la HS puisse se ressaisir en fait, de ce sujet, et ce n'était pas dans leur priorité. Donc du coup, l'idée a été faite de s'associer en trois sociétés pour arriver à ce travail. Voilà, donc ça c'est les groupes de travail. Il y a 2 diapos pour les groupes de travail. Donc je remercie bien sûr l'ensemble des référents de groupe et des gens qui ont participé dans les groupes. Il n'y a pas de niveau, tout le monde a bien participé. Il y a eu des gens qui ont intervenu sur des petits bouts, d'autres plus larges. Et je pense que c'est important de mettre en valeur tous les gens qui ont travaillé. Voilà, ça c'est l'autre partie. Et on a fait des groupes qui peuvent faire un peu redondant. C'est-à-dire, par exemple, pour la dépression, on avait un groupe dépression et troubles de comportement dépressif, et puis un groupe antidépresseur. Et après, il a fallu remettre des liens entre eux. Et puis les antidépresseurs, c'est pas utilisé que dans la dépression, c'est utilisé dans d'autres éléments, l'anxiété, certains troubles d'agitation, tout ça. Donc il y a des relectures en prête croisées après qui sont récurrentes. Alors sur la gestion de crise, en fait, le problème, c'est déjà de définir ce que c'est qu'une crise. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt sur l'intervention. Alors, la première chose qu'on a eu du mal à faire, c'est de trouver une définition. Si on reprend en fait les recos de 2009, la seule chose qui est mise en annexe 8 de l'HAS, c'est traitement en cas d'urgence. Le contrôle d'un trouble de comportement peut être une priorité si la violence, l'agression ou l'extrême agitation du patient portant atteinte au bien, mettant en danger sa vie ou son intégrité ou celle d'une autre personne. Voilà, et puis mettre un tout petit peu sur ce que c'est un comportement agité, mais en fait avec ça on n'a pas quelque chose d'assez
strict, concret, pour savoir quand on est dans la crise ou pas. Et une des difficultés qu'on avait par rapport au groupe agitation-agressivité, c'était qu'est-ce qui était la notion de la crise et qu'est-ce qui était une notion de l'agitation-agressivité. À quel moment on passait sur la crise. Alors vous verrez qu'on n'a pas automatiquement, c'est plus un continuum que blanc-noir, hein, donc ça va poser problème, et vous verrez qu'à un moment donné, on peut proposer aussi des traitements péros, qui peut paraître aberrant sur la crise, mais dans certaines situations de crise, le prise péros est possible, donc c'est dommage de ne pas le positionner. Et voilà, il y a une frontière qui est à définir plus précisément. Donc ce qu'on a retenu en se basant sur cet article de 2013 sur la définition de la crise dans le cadre des troubles neurocognitifs, c'est une notion de rupture par rapport à un état antérieur, changement comportemental brusque, urgence du fait de la mise en danger pour le patient lui-même ou pour autrui, besoin d'une prise de décision rapide pour résoudre la crise, et cette crise n'est pas résolue spontanément. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, il y a une crise et puis ça baisse tout de suite, donc il y a une notion d'action nécessaire. Voilà. Donc c'est un petit peu plus précis que ce qui était fait au niveau de l'HS. Là, c'était les algorithmes de décision de l'HAS qui sont, à mon avis, toujours valables. On a essayé de détailler un petit peu cette partie en bas, traitement psychotrope de courte durée et sédation de courte durée. Vous verrez un petit peu ce qu'on a fait. Et sur l'autre schéma, c'est un peu la même chose. On va reprendre un certain nombre d'éléments, mais on va essayer de détailler cette partie-là. Alors, évidence base médecine. Beau terme. Beaucoup de boulot, et à la fin, rien, ou un. Et on a fait plusieurs phrases type pour rechercher les éléments, si c'est pas possible, on est passé à côté d'eux. Voilà, mais on en a beaucoup plus sur agitation, agressivité, mais sur la notion de crise, pas grand-chose, voire rien du tout. D'accord ? Voilà, donc on s'était ciblé quand même à l'anglais et au français. On ne maîtrise pas bien les autres langues. Et puis en général, les publications sont demandées. Et puis là, c'est sur la prise en charge médicamenteuse, puisque le non médicamenteux était traité par d'autres groupes, ce qui n'empêche pas qu'on va le mettre aussi, le non médicamenteux, dans la crise. Il n'y a aucune raison qu'on gueule sur le patient pendant la crise, alors que le reste du temps, on doit lui parler gentiment. Voilà, ça me paraît... Donc il y a aussi l'intégration, je le dis sur un mode un peu provocateur, hein, bien sûr, mais l'idée, c'est ça. On fait la même chose que si ce n'était pas la crise aussi. Là, j'ai mis un ou deux papiers rapidement pour montrer qu'il y a... Alors, ça faisait partie de celui qu'on avait repéré. Il y a une étude versus placebo sur l'utilisation intramusculaire d'aripiprazole en phase aiguë et qui montre une efficacité. Alors, le problème, c'est qu'il y a toujours des problèmes méthodologiques. Ils ne font pas bien la différence entre les différents types de troubles cognitifs. Ils ont plusieurs groupes, 5, 10, 15 mg, et ils font une différenciation qui n'est pas hyper précise. Ce qu'on voit, c'est que plus on en met au niveau posologie d'aripiprazole, plus il y a d'effets secondaires, notamment de type sédation, ce qui est assez logique. À 5 mg, il y a quasiment même chose que placebo. Puis quand il y a 10, on a beaucoup plus, et à 15, pareil. Voilà. Mais il y a une efficacité quand même. Là, c'est une comparaison d'intramusculaire de l'olanzapine, lorazépam et placebo, qui date de 2002, donc qui était à prendre en compte. La lorazépam injectable, on ne l'avait pas jusqu'alors au début de l'Ereco. Quand on a commencé l'Ereco, il n'était pas accessible. Maintenant, il est accessible. Donc, on l'a intégré en cours de route dans la réflexion par rapport aux injections de type Valium ou Tranxène qui ont des demi-vies beaucoup plus longues. Et on voit que, en fait, il y a quand même un effet en fait au niveau de l'échelle qui était choisie, l'échelle d'évaluation comportementale. Il y a une efficacité assez rapide, et on verra après sur les demi-vies des pics d'action qu'il faut en tenir compte. Donc les deux molécules, olanzapine et lorazépam, dans ce cas précis-là, ont un effet significatif sur le plan comportemental. Il y avait une étude qui a été faite par le Frédéric Bloch, mais c'était une revue de la littérature sur le midazolam. On va en parler aussi un petit peu sur le midazolam, qui est utilisé de façon large, mais hors AMM, hors beaucoup de choses. Et ça nous paraissait important aussi de réfléchir sur, pas automatiquement valider l'utilisation de midazolam, mais aussi montrer que si on l'utilise, il y a quand même des règles à respecter. Donc c'est pas open bar, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est quand même une réflexion et un cadre. Voilà.
Alors ce qu'on voit, c'est que la majorité des études sont plutôt en prémédication de techniques, enfin d'endoscopie, de choses comme ça, que c'est essentiellement aussi des formes IV, ce qui n'est pas du tout la pratique qu'on peut avoir en gériatrie, en psychiatrie ou en neurologie. Voilà, et que l'âge moyen est plutôt bas, puisqu'on est à 56 ans, 2 plus ou moins 8, et qu'il n'y a pas de distinction dans ces études sur l'existence ou non de troubles cognitifs. Donc ça fait beaucoup de limites sur une revue de littérature qui était plutôt bien faite. Alors, par rapport aux organigrammes, enfin l'organisation du soin dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a essayé de réfléchir en se basant aussi sur les protocoles. On a récupéré, du fait que l'évidence basse médecine était très faible, on a essayé de récupérer des protocoles de différentes régions. Et là, on pensait avoir quelque chose d'un peu homogène et pas vraiment, en fait. Alors si, il y a quand même des grandes lignes, mais il y a quand même des grandes pratiques, disparités, pratiques locales. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a des gradients nord-sud pour le midazolam, par exemple. Si on est psychiatre ou gériatre, on n'utilise pas la même molécule suivant le centre. Donc, à la fin, ça nous donne un panel de choix, mais des difficultés à mettre l'un plutôt que l'autre sur une évidence basse médecine basée sur la pratique de chacun. On a essayé de faire des Delphi pour essayer d'avoir des orientations. Donc globalement, en première ligne, c'est plutôt les benzos sur l'agitation, puis après, en deuxième ligne, de peu, mais en deuxième ligne, les neuroleptiques ou antipsychotiques. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on met des neuroleptiques à tout le monde dès qu'il s'agite, mais c'est un petit peu la tendance. Donc on a réfléchi en prenant un petit peu les éléments de chaque protocole. Il y a certains protocoles qui mettaient en avant la dangerosité pour la personne ou pour l'entourage. Il y a sur l'intensité, sur la notion de maladie à corps de Levy ou maladie Parkinson, qui n'était pas du tout évoquée en fait sur les recos de 2009. Est-ce que la prise Péros est possible? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas non plus voilà. La prise en compte du QT, du QTC corrigé. Les causes somatiques, pathologie psychiatrique, ça c'est déjà un peu évalué. Et voilà, ça j'en ai déjà parlé. Les remarques générales. C'est un trouble de comportement, c'est un symptôme. Donc il faut toujours, comme tout symptôme, essayer d'aller chercher ce qu'il y a derrière ce symptôme. Donc je prends souvent les exemples pour les formations pour les internes. Vous avez une douleur thoracique, la première chose que vous faites, c'est un calmant. Non, vous essayez de chercher la cause en fait de cette douleur thoracique et vous avez une démarche. Le trouble de comportement, c'est la même chose. Notamment les troubles de comportement aigus. Quand c'est chronique, c'est plus rare que ça fait 5 ans que vous avez un fécalome et que c'est la cause de vos troubles de comportement. Le fécalome n'est pas la cause de tous les troubles de comportement. Là, j'ai eu récemment, il y a quelques mois, quelqu'un qui était passé par les urgences, et le compte rendu des urgences, c'était crise d'épilepsie sur fécalome. Je pense qu'il faut arrêter. Il y a des limites dans ce que peut causer le fécalome. Voilà, donc sur un truc aigu avec des démences évoluées, oui, le fécalome et l'infection urinaire, ok, mais pas que. Et il y a des réflexions à avoir. La notion de limitation des contentions physiques, parce que souvent, vu l'environnement n'est pas adapté, la contention physique est la règle, en attendant l'efficacité du traitement, ce qui en général agite beaucoup le patient. Attendre l'effet du traitement. Il y aura un petit élément sur l'ennemi-vie des produits, mais aussi le pic d'action. Je pense que si le pic d'action est à 6 heures, ça ne sert à rien de refaire une injection 2 heures après. Changer de molécule, vous n'utilisez pas une molécule qui va mettre 6 heures à avoir son Tmax ou son Cmax. Éviter les prescriptions si besoin. Moi, c'est un peu comme les prescriptions d'antalgiques si besoin. Vous voyez qu'en pratique, c'est souvent en fonction de la douleur de l'infirmière plutôt que la douleur du patient. C'est un peu la même chose en fait sur les psychotropes. Je suis un peu provocateur à nouveau, je suis désolé. Ça peut être aussi le médecin qui fait des erreurs, c'est pas que l'infirmière. Surveillance des constantes, hydratation, risque cutané, risque de chute. Le gros problème des psychotropes en général, c'est le risque confusiogène et le risque de chute, plus le risque de dénutrition, déshydratation lié par une sédation qui va être peut-être retardée mais trop efficace. Limiter l'utilisation des effets anticholinergiques, dont les antipsychotiques, on va en parler, mais ça ne veut pas dire que ce qui a été mis en avant depuis des années, les antipsychotiques, c'est pas automatique, ça reste vrai. Donc simplement, quand on les utilise, on essaie de les utiliser de façon plus adaptée. Et associer les familles et proches si c'est adapté. Pourquoi on a mis si c'est adapté? Parce qu'il y a des familles qui sont des fois plus anxiogènes qu'autre chose, mais des fois ça peut être une aide. Et dans ce contexte-là. Oui? Il y a un micro qui ne marche pas, je ne sais pas. Voilà.
Alors, juste un petit rappel sur les profils. Alors ça, tu en reparleras peut-être un petit peu tout à l'heure, Thomas, sur les antipsychotiques. J'ai juste insisté sur, là, ces médicaments Péros, c'est pas les mêmes. Le pic plasmatique, c'est ce qui va vous donner l'action rapide ou pas rapide, en fait, du produit. Si le pic, il est à 6 heures, c'est-à-dire que la concentration dans le sang, elle va mettre 6 heures pour être au max. Donc, c'est-à-dire que vous aurez automatiquement, ça veut dire vous aurez un retard, en fait, d'action. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'action avant, mais elle sera plus modulée. Donc en Péros, les plus courts, c'est la risperidone, un petit peu la clozapine, mais c'est l'indication, c'est plutôt sur certaines formes de Lewy, mais on peut en discuter. On pourrait mettre l'aldol, qui a une durée d'action, un pic d'action qui est assez rapide aussi. Alors en général, quand je dis aldol, il y a toujours des gens qui disent mais pourquoi l'aldol à notre âge, mais il y a quand même encore des indications de l'aldol. On peut en discuter, on peut dire que c'est pas bien, mais il y a aussi un moment donné où qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas. Voilà, donc je dis pas qu'il faut mettre de l'aldol tout le monde, mais il y a certaines fois où on peut être amené à mettre l'aldol. Je donne cette information-là parce que c'est intéressant de ne pas avoir d'interdit. Et on va vous donner des panels de choses qu'on peut faire et après qu'il faut adapter à la personne que vous connaîtrez mieux que nous qui avons fait une reco plus générale. Après, il faut tenir compte aussi de la demi-vie des produits. Et là, vous voyez qu'il y a une grosse discordance entre le pic plasmatique et le temps dans lequel il va être dans votre corps. Je vous rappelle que pour ne plus en avoir du tout, c'est 5 demi-vies et demie. Donc quand vous avez une 24 heures, c'est presque une semaine pour qu'on n'en ait plus du tout. Bon, au bout de 2-3 demi-vies, il y a quand même une baisse significative de l'efficacité, mais quand même. Voilà. Sur les autres molécules antipsychotiques, là j'ai mis les injectables. Alors il y a certains qui... Enfin, je sais pas si... On connaît les formes retard, mais il y a aussi des formes non retard. Alors j'ai mis aussi des molécules que je n'utilise pas, mais qui sont utilisées dans d'autres groupes. Donc c'est pour montrer que ce n'est pas ce que j'utilise, c'est ce qui revient dans différents éléments. Il y a encore des discussions sur certaines molécules, donc c'est pas finalisé. Il y a encore une validation à faire par Delphi, je pense. Mais ça c'est la recopiage en fait du Vidal ou des recos correspondant aux différents médicaments. Mais vous voyez par exemple l'aripiprazole a un pic d'action relativement court. Par contre, suivant le métabolisme cytochromique rapide ou lent, vous êtes entre 75 et 146 heures demi-vie. Donc là, vous en prenez pour long. D'accord ? L'alloperidol, donc on a une pic d'action assez rapide en injectable. Donc là, c'était sur la forme IM. En sous-cute, c'est un peu plus aléatoire. Mais on a un demi-vie qui est entre 13 et 21 heures. L'oxapac qui est mis en avant aussi. Alors faites gaffe au niveau de l'insuffisance rénale, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'études sur l'insuffisance rénale, donc on conseille plutôt de l'éviter dans l'insuffisance rénale. Pic d'action assez rapide, élimination assez rapide. Par contre, pas beaucoup d'études chez la personne âgée, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça, c'est ceux que j'ai mis, mais qu'il faut a priori pas trop utiliser, on ne les met pas trop en avant. Ok, la cimétadisine, donc le tertian, nosinant et thiaprine. Alors ça, c'est où on en est. Vous avez vu qu'il y a un truc avec validation en cours, mais on en est à la 9e ou 10e version. Si vous regardez le titre Montiaporama, on est à V9, donc le V10 se rapproche bientôt. La crise comportementale, première action non médicamenteuse. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment important d'avoir un environnement qui est adapté et du personnel qui est adapté et choses comme ça. Voilà. Ça, en haut, c'est des éléments concernant le syndrome confusionnel et les causes psychiatriques. Ça existait déjà dans la reco de 2009. Syndrome confusionnel, traitement de la cause. Le neuroleptique n'est pas une indication de la colite néphrétique. D'accord ? Donc voilà. D'autant plus qu'il y a une cause aiguë, enfin un trouble de comportement aigu. Plus il y a un trouble de comportement aigu, plus il faut penser cause somatique, cause environnementale, erreur de communication, ce que vous voulez. C'est classique, mais ça vaut le coup quand même de le redire. Cause psychiatrique, c'est pas parce que vous avez une maladie neurocognitive que vous n'avez pas des pathologies psychiatriques associées, anciennes ou de nouveau. Donc il peut y avoir des traitements spécifiques qui vont être des traitements spécifiques de cette cause psychiatrique. Le plus classique, c'est l'état maniaque. Un état maniaque peut ressembler beaucoup à une agitation d'un patient avec des troubles neurocognitifs. Si en plus il y a des troubles neurocognitifs,
bon, il va se retrouver, ses antécédents psychiatriques connus ou pas connus sont passés sous le tapis, et on traite comme un trouble neurocognitif sans se soucier de ce qu'il y a du terrain sous-jacent. Donc le terrain sous-jacent est indispensable, pas que dans la confusion, aussi sur le terrain psychiatrique. Autre élément qui est un peu plus nouveau, c'est les maladies Parkinson, Maillard-Cordy-Lewy. Donc on a eu des échanges, notamment avec l'équipe de Strasbourg, pour essayer de voir ce qu'on pouvait mettre en avant, puisque c'est des molécules qui, notamment les molécules antipsychotiques, qui sont quand même pas hyper bien tolérées, voire franchement contre-indiquées, chez des patients atteints de maladies Parkinson, troubles neurocognitifs avec Parkinson, Maillard-Cordy-Lewy. Ce qui paraissait le plus logique, c'est mettre en avant des benzos à demi-vie courte, sans métabolite actif ou injectable. Plutôt le TMST injectable, même si la demi-vie est un peu longue, mais le pic d'action est assez rapide. Le problème, c'est s'il y a des troubles d'allure psychotique associés gênants, soit on arrive à s'en sortir avec les benzos, l'environnement et tout ça, soit est-ce qu'il faut aller sur la clozapine, qui a une pic d'action qui est quand même assez rapide, mais c'est que Péros, ou la kétiapine, qui a un pic d'action plus long. On est plutôt à 6 heures par rapport à tout ça, mais c'est aussi Péros. Et en France, on n'a que la forme LP, alors qu'ailleurs, il y a d'autres formes. Pour information sur la clozapine, il y a d'autres galéniques qui existent au niveau international, mais qui ne sont pas actuellement disponibles en France. Et il y a un groupe de travail, notamment avec le ministère, dont je fais partie, Alexis Le Petit également, sur la possibilité d'avoir d'autres types de molécules, d'autres types de galéniques sur la clozapine, et notamment la forme injectable qui existe ailleurs. Voilà. Donc, ça n'empêche que si on est dans une confusion, sur la maladie Corny, c'est pas cette case-là qui s'applique, c'est celle de la confusion. Et si c'est un trouble psychiatrique, même chose. Ok. Le QTC long, ou traitement associé à risque en fait qu'il y ait des troubles de conduction, on va privilégier les benzos à demi-vie courte ou relativement courte, Péros ou injectable. Voilà, globalement c'est ça. Et le plus compliqué, c'est agressivité physique, parce que c'est ça qui va le mettre le plus en danger les choses. Une notion de dangerosité qui est assez subjective, on est bien d'accord, mais il faut quand même essayer de voir un peu ce qu'il est. S'il y a une dangerosité, il y a le protocole midazolam, donc je parlerai un petit peu, le lorazépam, et puis la loxapine qui est mis en avant, avec des posologies initiales qui sont adaptées en fonction de votre pratique, mais si vous commencez à 0,25 mg de midazolam, je pense que vous pouvez attendre un peu longtemps pour que ça commence à être efficace. Donc il faut quand même essayer, vu qu'on est dans une situation de dangerosité, d'avoir un traitement qui va être d'emblée efficace. Mais l'effet secondaire principal quand on est à 1 ou 2 mg de midazolam, ce n'est pas la pause respiratoire, c'est plutôt la chute. Donc la pause respiratoire, c'est plutôt quand on est sur des posologies plus importantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais c'est plutôt pour des posologies beaucoup plus importantes, ou si vous utilisez la voie IV, ce que je déconseille personnellement. Voilà. S'il y a un symptôme qui prédomine, par exemple l'anxiété, on va essayer de mettre en avant plutôt les benzos, et si revu du Péros, du midazolam ou de lorazépam injectable. Si le délire ou les hallucinations sont au premier plan et semblent responsables en fait de ces troubles de comportement importants, et qu'on est hors du Lewy ou de la maladie Parkinson, on va être sur des antipsychotiques Péros, voire injectables, ce qui n'empêche pas de pouvoir essayer aussi les benzos plus ou moins associés. Voilà. Donc on a essayé de faire un truc qui est synthétique, extrêmement synthétique, mais qui représente beaucoup de situations. Parce que si on allait trop dans le détail, parce qu'on m'a posé la question, ah oui, mais oui, là vous avez mis la première dose, mais à quel moment je mets la deuxième dose, à quel poso? Et à un moment donné, il faut aussi faire confiance aux praticiens de terrain et dire, voilà, on met un cadre, vous essayez de l'adapter un petit peu. Voilà, donc on va mettre des posologies maximum, on va mettre des choses comme ça, mais on ne peut pas tout traiter. Tout est discutable. Par exemple, l'olanzapine, on l'a mis en injectable, on ne l'a pas mis en Péros parce que le pic d'action est beaucoup plus long. Si je bouge mon machin, ça va pas. Hop là, il reste encore combien de temps? 3 minutes. Alors très rapidement sur le midazolam. Là, c'est une diapo pour vous dire qu'il n'y a pas d'RCP du midazolam dans l'indication trouble du comportement. Donc en fait, il y a une pratique qui s'est basée sur la pratique du soin PAL. Ça marche, notamment en Péros, en sous-cut ou en IM.
C'est un peu plus stable en IM qu'en sous-cut au niveau de délai d'action, mais en toutes les trois possibles. Il y a même des gens qui utilisent en spray, mais personnellement, je ne l'utilise pas. Vigilance par rapport à ça, vigilance par rapport à ce qui est écrit dans la RCP du midazolam, c'est-à-dire que c'est un médicament qui a un risque de dépression respiratoire et qu'il faut avoir un environnement médical pour le faire. Donc ça veut dire qu'il faut une surveillance, il faut avoir des molécules pour lutter contre un effet de surdosage éventuel, avoir un médecin disponible ou joignable, avoir de l'oxygène. Voilà, on ne peut pas faire ça devant l'hôpital en discutant avec le patient. L'indication dans la crise du midazolam, c'est si il y a un refus du traitement anxiolytique Péros ou des médicaments Péros. Donc là, dans ce cas-là, ça peut être une alternative. Et après, échec, bien sûr, à nouveau des traitements non médicamenteux qu'on met toujours en avant. On est surpris de voir comment les patients peuvent s'apaiser si on change d'environnement. Comment on positionne le midazolam par rapport au Temesta injectable, au lorazépam injectable? Le midazolam aura une durée d'action beaucoup plus courte, ça va s'éliminer beaucoup plus vite, ce qui n'empêche pas de commencer éventuellement par le midazolam, puis après prendre un relais par des benzos Péros, une fois qu'on a rétabli le contact, ou pas, parce que des fois on n'en a pas besoin, ou si on sur des troubles de comportement qui sont récurrents, importants, mais là qu'on est sur une crise, sur un trouble d'anxiété important, peut-être qu'il faut commencer d'emblée plutôt par le lorazépam injectable plutôt que le midazolam qui va vous donner juste une possibilité de court terme de baisser en fait ce niveau d'anxiété. Donc à nouveau, la pratique clinique sera importante. Par contre, j'insiste sur la demi-vie du produit qui est nettement meilleure que le Valium et le Tranxène, mais qui est quand même encore de 12 à 16 heures. Donc pic d'action rapide, mais demi-vie longue. L'objectif du midazolam n'est pas de rechercher une sédation, on n'est pas dans la sédation profonde, on n'est pas dans la logique, donc on a des posologies qui sont inférieures à ce qu'on utilise en soins palliatifs, et du coup on a très rarement, dans notre pratique, en tout cas très très rarement des problèmes respiratoires. J'en ai pas souvenir, par contre des problèmes de chute, oui, notamment dans les suites, dans l'heure ou l'heure et demie. Il faut qu'il y ait vraiment une surveillance, parce que là le risque c'est la chute. Si on a dit que c'est une première utilisation, conseil de ne pas dépasser 1 mg, qui est un médecin qui soit sur place également, comme je l'ai déjà dit. Surveillance, posologie maximum cumulée, on a mis maximum 9 mg sur 24 heures. Pourquoi? Parce que des fois on a vu des trucs un peu délirants du style 12 mg pour que le patient il ait son ECG, ou transfert entre 2 unités, le patient il était comme avant, ah bien, voilà, donc non, il faut, voilà, déjà 9 mg, quand on regarde les RCP, on est déjà sur des doses importantes, ce qui ne veut pas dire que dans certaines indications, sur des troubles de comportement importants, on puisse être allé au-delà, mais on est sur l'exception, puis on ne peut pas mettre en avant l'exception comme règle. Accès aux médicaments au chariot d'urgence, notamment au flumazénil, de l'oxygène, un infirmier et un médecin disponible. Voilà, surveillance des risques, quand je vous ai passé. Et puis, un élément sur lequel on n'a pas tellement conscience, mais il y a quand même des interactions possibles avec le midazolam. Vous regarderez le VIDA, la RCP midazolam, et vous verrez qu'il y a quand même par exemple de choses qui peuvent interagir de façon massive, par exemple avec l'acide valproïque, ou des interactions médicamenteuses qui vont faire que vous aurez un effet majoré en fait du midazolam. Autre focus, il y a 2 concentrations de produits. Donc essayez d'avoir qu'une seule concentration si vous les avez dans le service, parce que sinon vous avez un effet de 1 à 5. Voilà, pour 1 ml, vous avez 1 mg ou 5 mg. Donc ça, c'est un risque d'erreur majeur, et ça, il faut faire attention. Voilà. Donc difficulté, comme vous avez pu comprendre, on a essayé de faire une synthèse pour essayer d'aboutir à quelque chose qui paraît assez propre. On n'a pas volontairement, pour l'instant en tout cas, gradué en disant première indication, deuxième indication, troisième indication par molécule, mais on a mis plutôt benzo en première ligne, plutôt antipsychotique en deuxième ligne. D'accord ? Jusqu'où il faut aller en niveau de précision, j'ai essayé d'y répondre. On va essayer de reproposer cette dernière version aux différents référents de groupe pour voir un petit peu s'il n'y a pas d'erreur et si on peut le valider comme ça. Et on le publiera ensuite. Un grand merci de votre attention.
Merci beaucoup, Jean. Alors déjà, il y a beaucoup d'informations. On est vraiment sur une petite partie de ce qui va sortir. Donc, s'il y a une question brûlante, je peux la prendre là, puisque pour les antipsychotiques, on a une présentation après. Oui. Il faut parler à forte voix. Ah. Oui, pardon pour ma voix qui est basse. Puisque c'est la V9, il va peut-être avoir une V10 et c'est pas encore figé dans le marbre. Il y a dans les choses à continuer à faire évoluer, puisque c'est le but des versions, dans les mots pour le dire, à commencer par le chapeau, qui est le titre, l'intitulé de ces nouvelles recommandations. Et alors, ça tourne dans la tête, et puis je me dis, mais est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer le titre ? Le but, c'est d'améliorer, quand on est face à une crise brutale, etc., on est démuni, on est déconcerté, et plus les mots sont justes, plus on a des chances de passer, de franchir le presque rien, qui fait qu'on va désamorcer, on va diffuser le patient. Et alors là, j'entends que le titre actuel des nouvelles recommandations, c'est... Il y a deux mots qui me chatouillent, enfin, ça me gratte, Il y a trouble du comportement. Et du coup, j'ai fait beaucoup de souris, de rats. On leur faisait des misères et puis on observait le comportement. Et là, ça fait recommandation pour Pierre Simon, quand je travaillais avec lui sur les souris et les modèles animaux et tout ça. Et déjà que la souris, en plus le rat, il a un appareil psychique incroyable. D'oublier la psyché, même chez le rat. Et moi, j'ai une préférence, mais bon, hein. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, j'aurais de la joie si, au lieu de... C'est trop de comportement, hein. Ouais, et alors, trouble, alors là, pareil, je repense aux collègues américains. Ce serait quoi ta proposition ? Eh bien, symptômes. Symptômes. Voilà, parce qu'un symptôme, tout de suite, flash, on devient soignant. Symptômes psychocomportementaux. Et puis, je crois que le deuxième volet immédiatement dans le titre, c'est pourquoi, pour qui. Et là, actuellement, c'est pour les maladies, je crois. Hein. Il y a le mot maladie. Alors là, on est face à des personnes qui, en plus, on est à un âge avancé, donc ils ont tout à la fois en termes de maladie. Donc, c'est d'abord des personnes, on s'intéresse à des personnes, donc faire monter le mot personne. Donc le mot psychique, psychocomportementaux, symptômes, faire monter le nombre de personnes qui sont en situation, et tu l'as dit, de crise. Et la crise, est-ce que c'est l'épilepsie, le fécalome, la maladie ? Je pense que là, on est sur un... parce qu'après, il faut que je passe la parole aux autres. Je suis désolée, mais on peut finir dans le débat. Je pense que la question est très intéressante. En même temps, lorsqu'on fait des recommandations, il faut que toute personne qui lise un titre puisse identifier le fait qu'elle soit concernée par ce titre. Et là, on est sur un discours psychiatrique. Si j'ai pas de maladie, je suis en crise, j'ai pas droit aux recommandations. Mais on s'adresse à tous les professionnels de santé. Donc il faut être sûr que tout... Je dis pas que c'est le bon titre. J'entends très bien. Non, mais là, je vois pas la psychologie, je vois pas l'environnement dans le titre. Oui, mais dans un titre, c'est maximum 5 mots. Donc il faut qu'en 5 mots, on mette tout ça. Après, on peut faire un chapeau explicatif et on entend très bien. Mais c'est intéressant d'avoir effectivement la sémantique est importante. Et en même temps, Jean l'a très bien dit au début, la notion de crise en soi, la définition de la crise, qu'est-ce que c'est compliqué ? Parce que la crise pour Jean-Claude n'est pas la même crise que pour un tel et un tel. Donc déjà, il y a tout un... Une deuxième question brûlante. Alors, c'est pas une question, c'est un commentaire rapide. Je suis désolée, je suis la maîtresse du temps. Tout ce qui est efficacité des benzodiazépines, en termes de crise, il y a très peu d'articles, parce que la crise, il faudrait un instrument de mesure dans la crise. Or, tu as dit les échelles qui sont utilisées. Par exemple, la NPES, 144 est considéré comme significatif, deux chiffres sur 144. Donc du coup, ça n'a pas de valeur. La plupart des études vivent les échelles de troubles du comportement qui peuvent être utilisées en situation de crise, c'est-à-dire 1 minute, et pas 15 minutes comme la NPI. Je pense qu'on ne va pas pouvoir aboutir jusqu'au bout. Moi, j'ai donné des pistes, d'accord ? Donc, c'est basé essentiellement sur des pratiques d'experts. Effectivement, le niveau d'études et le niveau de preuve est faible, je l'ai insisté d'emblée, et tout ce qui est environnemental, j'ai pas mal insisté quand même. Donc, on parle de maladie sur une personne, d'accord ? Mais on ne peut pas tout mettre dans un titre, de toute façon, il y a un moment donné, il faut qu'on arrête. Mais j'entends les remarques, bien entendu. Voilà, on va passer la parole, mais on pourra continuer dans le débat final, il n'y a pas de souci. Donc, Jean, tu présentes ? C'est pas toi.
Non, c'est... Alors, c'est moi qui vais toi m'occuper qui de présente Thomas la Schmidt. deuxième. Donc, Thomas Schmidt Présente a été Anne-Julie pilote, a travaillé sur les antipsychotiques. Donc, on a abordé un peu le sujet dans la crise, mais là, on est sur l'ensemble des maladies neuroévolutives ou des pathologies neuroévolutives. Il va vous faire une sorte de petite synthèse d'un travail qui a duré aussi plusieurs semaines avec un groupe très riche et très, très actif. Je te laisse la parole. Oui, parfait, vous m'entendez. Oui, en effet. Alors, moi, j'ai eu le plaisir de conduire, en effet, ce groupe sur les antipsychotiques. Alors, vous avez compris, hein, il y a des groupes sur les antipsychotiques, enfin, sur les molécules à proprement parler, comme celui qu'on a conduit, et des groupes sur les symptômes. Et donc, sur les symptômes, par exemple, on a distingué l'agitation des symptômes psychotiques, pour prendre un exemple. Je ne vais pas vous dire un mot de ça spécifiquement, mais plutôt des molécules. Vous allez voir, en fait, on a quand même pas mal en fait, de données de la littérature. C'est un peu une différence qu'on a ici, puisque justement, on a pu s'appuyer quand même sur un certain nombre de choses qui ont été mises à jour et qui nous permettent d'avoir des guidances dans nos pratiques, je crois, maintenant. Alors juste quand même pour dire un mot sur notre groupe qui était vraiment intéressant, je trouve, à la fois parce que, alors vous avez le nom des collègues ici sur la diapo, peut-être que vous en connaissez certains d'ailleurs, parce qu'on a eu la chance d'avoir des collègues en fait d'un peu partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et c'est vrai que d'ailleurs on a eu des gériatres, des psychiatres, je crois pas de neurologues, et des pharmaciens. Et donc on a eu un groupe assez intéressant et j'aimerais les saluer ici parce que c'était quand même assez stimulant de travailler avec eux. Quelques conflits d'intérêts, alors un peu moins avec la Big Pharma là, mais un peu plus avec les startups pour tout vous dire, mais pas dans le comportement ou dans le neuropsychiatrique, plutôt dans le cognitif, donc je ne crois pas qu'il y ait de lien avec cette présentation ici. D'abord l'efficacité. Alors l'efficacité, ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez probablement d'ailleurs, mais qu'elle est évaluée principalement sur ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire sur l'agitation et les symptômes psychotiques, et puis sur les scores totaux des échelles comme enfin, vous savez certainement que l'échelle la plus utilisée, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais c'est quand même la plus utilisée, c'est le NPI, hein, l'inventaire neuropsychiatrique. Et donc la première chose à dire, c'est qu'en fait on a peu d'éléments sur les autres symptômes neuropsychiatriques, c'est-à-dire par exemple on s'était posé la question de est-ce qu'il y avait des données sur l'effet des neuroleptiques dans les troubles affectifs, par exemple, dans les symptômes affectifs. Ou dans les troubles du comportement moteur aberrant. Et en fait, il y a très peu de choses, en réalité, en termes de données d'évidence, encore une fois. Hein. Néanmoins, on a ce score total au NPI qui quand même peut nous renseigner sur un effet potentiellement global ou pas des différentes molécules. Alors, la première chose, c'est cette méta-analyse de la Cochrane. Hein. Vous savez que c'est un institut au Royaume-Uni qui est quand même très spécialisé sur cette pratique de la méta-analyse et qui en a fait une spécifiquement là, en 2021, vous voyez, avec un peu plus de 6000 patients qui avaient soit une maladie d'Alzheimer, soit un trouble neurocognitif vasculaire, en fait, et qui retrouvaient 26 essais randomisés. Donc c'est pas rien, hein, on a quand même un certain nombre de données maintenant. Et qui analysait à la fois les premières générations. La première génération, on a essentiellement l'allopéridol, et en seconde génération, en revanche, on a les 4 neuroleptiques suivants, le risperidone, le olanzapine, l'aripiprazole et la kétiapine, qui sont en effet les produits qui sont les molécules les plus utilisées dans la littérature. Il y en a quelques autres, évidemment, on va en dire un mot après. Alors, sur l'aldol, vous voyez que les données, finalement, sont jugées insuffisantes sur l'agitation et avec un niveau de preuve faible sur les symptômes psychotiques. Avec, vous voyez, des effets là qui sont quand même très très modestes, quoi, hein. Si vous êtes venu hier au topo que j'ai fait sur le protoxyde d'azote, par exemple, on a un effet de différence moyenne standardisée qui est autour de 0,3, ce qui est quand même assez faible par rapport à ce qu'on peut avoir, par exemple, sur le protoxyde d'azote. Je fais la promotion, tiens, à nouveau, parce que tout le monde n'était pas là, qui est 2 fois, 3 fois plus, avec un niveau de preuve très très faible, hein, néanmoins, hein, évidemment. Donc voilà, la première chose, c'est que le niveau de preuve est relativement faible, hein, mais ça vous le savez, et l'effet, en termes d'efficacité, est assez faible aussi.
Le niveau de preuve est un peu meilleur pour les secondes générations. Jugé modéré par la Cochrane, c'est pas si mal. En termes d'agitation de psychose, vous voyez, là des effets qui restent encore très très modestes, hein, des effets statistiques qui sont très très modestes, à 0,2 voire 0,1 quoi. Donc ça c'est la Cochrane, c'est très robuste, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même assez robuste. Maintenant, vous savez, ce qui apparaît de plus en plus dans la littérature, c'est ce qu'on appelle les méta-analyses en réseau, qui sur le plan méthodologique ont certainement un certain nombre de choses à vérifier et à clarifier, mais néanmoins, un des avantages de ces méta-analyses, c'est finalement de pouvoir comparer les molécules entre elles, en fait. Ce qui est théoriquement pas possible avec une méta-analyse classique, type Cochrane, mais on peut comparer, par exemple, le risperidone avec l'halopéridol sur le plan statistique. Et en effet, avec cette méta-analyse de 2018, on a le sentiment que la risperidone est un peu meilleure que l'aldol sur l'agitation. Une méta-analyse un peu plus qui allait dans les détails et qui a fait une publication assez élégante, c'est celle-là de 2019 de cet auteur qui en fait retrouve, vous voyez, plus de 6000 patients avec cette fois-ci des troubles neurocognitifs majeurs sans forcément d'étiquette très systématique. 17 essais randomisés et la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de supériorité d'un neuroleptique sur les autres, en sachant que c'est les fameux 4 neuroleptiques de seconde génération qui ont été examinés dans cette méta-analyse. Néanmoins, elle est assez intéressante, cette méta-analyse. Pourquoi ? Parce qu'on nous donne des détails vraiment à la fois l'efficacité sur différentes échelles et de la tolérance, et je vais vous en dire un mot tout de suite. La première chose qui est assez évidente, je trouve, quand on résume les résultats dans ce tableau, c'est que finalement, il y a un effet assez net sur le plan statistique, encore une fois, hein, mais de la différence entre l'olanzapine et l'aripiprazole. Et vous allez voir au fur et à mesure du développement de mon propos, l'olanzapine, en réalité, commence à être assez bien caractérisé sur le plan des données d'évidence comme étant assez peu efficace en réalité et assez mal toléré en fait. Même si encore une fois on n'a pas d'effet statistique de différence très évidente, on n'a pas de puissance suffisante, on n'a pas mais néanmoins on a des signes qui nous font dire que peut-être l'olanzapine c'est peut-être pas le meilleur rapport bénéfice-risque. Et d'ailleurs vous allez le voir, je vous déflore les résultats, mais enfin le résumé. En l'occurrence, on a tendance à considérer dans les recommandations que l'olanzapine arrive très tardivement dans l'utilisation de cette molécule, en fait. En 3e, voire 4e ligne, en fait. Et à l'inverse, l'aripiprazole aurait tendance à tirer un peu son épingle du jeu. Alors, là encore, sous réserve de l'absence de différence significative et de l'effet très modeste, qui reste encore là très modeste. Hein. Vous voyez, NPI moins 0,17, moins 0,30 sur la CMAI. Vous savez, la CMAI, c'est une échelle spécifique d'agitation. La BPRS, c'est une autre échelle de symptômes neuropsychiatriques. On est à 0,20. C'est très modeste. Néanmoins, c'est significatif et peut-être davantage que là aussi la risperidone et la kétiapine. Donc vous voyez, la risperidone, si on s'en tient à finalement l'analyse du score total au NPI, on pourrait dire finalement sur des patients qui ont des symptômes assez importants, assez sévères, en tout cas assez polymorphes, eh bien la risperidone, la kétiapine, l'olanzapine ont assez peu d'effets. Alors que peut-être sur des patients qui ont une agitation isolée, disons, en termes de symptômes, de symptomatologie, on a plutôt potentiellement aussi un effet de la risperidone. Je vais passer peut-être pour pas être trop en retard, mais sur la tolérance maintenant. Sur la tolérance, alors vous savez qu'on a une alerte FDA et puis ANSM sur un surrisque de mortalité avec l'utilisation des antipsychotiques dans cette indication, hein, des symptômes neuropsychiatriques de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, pour une utilisation supérieure ou égale à 3 mois, en fait, hein, et d'AVC également. Donc ça, c'est l'alerte qu'on connaît il y a quelques années maintenant. Avec les données d'évidence qui s'accumulent, on a quand même une surmortalité qui est effectivement retrouvée, mais pas toujours très statistiquement significative. Hein. Si on reprend par exemple l'analyse de la Cochrane, là, on a une surmortalité quand même, par exemple pour les premières générations, donc plutôt l'aldol, à environ 40-50% de surmortalité en plus, ce qui est évidemment assez significatif, mais justement ça n'est pas sur le plan statistique. Bon. Il peut y avoir un débat.
Et les secondes générations, vous voyez que sur les analyses de la Cochrane, on est à peu près à 36% quoi, de sur-risque de mortalité. Mais là encore, non statistiquement significatif. Et si on fait finalement, et ça c'était assez élégant dans cette méta-analyse, qui est la même qui est la méta-analyse en réseau de 2019 en fait, hein, qui a fait finalement une espèce d'analyse de rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'elle a fait une évaluation statistique en évaluant non seulement l'efficacité sur le score NPI total, mais relativement au risque de décès, de mortalité. Et ce qu'on voit ici assez bien, alors en fait c'est un tableau qu'il faut lire de la façon suivante. Le placebo on voit bien, c'est-à-dire qu'ici le risque de décès est faible, mais néanmoins l'efficacité est faible aussi. Le meilleur carré, si on peut dire ça comme ça, c'est en haut à droite, c'est-à-dire peu de mortalité et une bonne efficacité. Et vous voyez, le moins bon c'est en bas à gauche, grosse mortalité, peu d'efficacité. En fait la chose qu'on voit ici c'est que le risperdal par exemple, la risperidone, se comporte sur le plan statistique comme le placebo. Ça veut dire relativement à la mortalité, hein, assez peu d'efficacité, on l'avait identifié encore une fois sur le score total au NPI, hein, et finalement une tolérance qui n'est pas si mauvaise que ça, même si sur la mortalité encore une fois. Et vous voyez les trois autres molécules qui se dégagent plutôt en bas à droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc peut-être davantage d'efficacité, en particulier pour l'aripiprazole, mais aussi davantage de risque de mortalité. Bon, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et si on regarde maintenant la même chose, mais pour le risque d'AVC, on a un effet ici de l'aripiprazole avec la kétiapine qui n'est pas si mauvais que ça, qui est en haut à droite. C'est-à-dire finalement une assez bonne efficacité pour une tolérance en termes de risque d'AVC qui est plutôt bonne. Alors que là, le risperdal est vraiment dans la mauvaise case, c'est-à-dire peu efficace et risque d'AVC assez significatif. Ce qu'on retrouve ici, hein, vous voyez dans le tableau au-dessus, près de 400% de risque d'AVC avec la risperidone, quoi. Et d'ailleurs, et le lanzapine, encore une fois, hein, je vous le disais, hein, il y a un risque très important aussi d'accidents vasculaires cérébraux avec le lanzapine. Les autres effets secondaires, ce qui était assez intéressant sur les symptômes parkinsoniens, c'est que le risperdal, la risperidone, là aussi, est parmi ceux qui a le risque le plus important en fait, le risque le plus significatif d'augmenter les symptômes parkinsoniens. Avec un petit fun fact pour parler Jones, sur la kétiapine qui aurait peut-être un peu moins finalement de symptômes parkinsoniens que le placebo, sans que ça soit significatif. Hein. L'autre chose intéressante aussi, je trouve, enfin pour moi en tout cas c'était une petite révélation, c'est l'effet de sédation, c'est-à-dire on la connaît très bien pour le lanzapine, pour la kétiapine, je pense, pour la risperidone peut-être aussi dans une certaine mesure, mais pour l'aripiprazole, c'était quand même une surprise, pour moi en tout cas, parce que vous savez, l'utilisation qu'on en a en psychiatrie du sujet jeune, dans la schizophrénie par exemple, eh bien, c'est plutôt un produit qui a la réputation d'être assez stimulant en fait. Et en réalité, de façon très évidente, les données de safety montrent clairement un effet sédatif avec l'aripiprazole, ce qui fait qu'on aurait peut-être tendance à faire ce que je ne faisais pas jusque-là pour tout vous dire, c'est-à-dire à le prescrire plutôt le soir, quoi. Un élément très pratique. Ça, je vais passer là-dessus. Peut-être un point sur l'acathisie. On a eu un certain nombre de débats sur l'acathisie dans les groupes, à savoir, en fait, on a très peu de données hein, sur le risque de ce type de symptômes avec les neuroleptiques dans l'indication, enfin, chez les patients âgés avec troubles neurocognitifs. En fait, ce qui est intéressant, je pense, dans les discussions qu'on a eues, c'est que, en fait, ça peut être un effet secondaire qui se traduit par davantage de déambulation. Et souvent, il peut y avoir, enfin, on peut voir dans certaines pratiques une augmentation des doses ou une prescription de neuroleptiques chez les patients qui déambulent. C'est peut-être une mauvaise idée précisément parce que vous augmentez la cathésie de votre patient qui déambule, il va encore déambuler davantage en réalité. Donc, de façon générale, ce qui nous a fait dire que les antipsychotiques de façon générale ne sont pas recommandés dans la déambulation, vraiment. Parce que non seulement il n'y a aucune donnée, mais qu'en plus on peut accentuer ces symptômes. Et l'autre débat, est-ce que l'aripiprazole a davantage d'acathysie? C'est pas complètement impossible. Les anticholinergiques
On commence là aussi à avoir des données assez intéressantes sur les profils de risque anticholinergique, et ça vous le savez, les apines, très clairement, clozapine, olanzapine, quetiapine, c'est des produits très à risque anticholinergique. De même, évidemment, que les premières, évidemment non, mais que les premières générations type Tertian et Loxapac. Un risque pratiquement nul, et ça c'est assez bien documenté maintenant, pour l'aripiprazole et la misulpride, le Soliant, et un risque faible pour le risperidone, l'aldol et le thiapride. Ça on l'a dit. Alors, pour ce qui est des autres effets secondaires, en fait, on a moins de données d'évidence. En particulier pour ce qui est de l'augmentation du QT, c'est moins caractérisé qu'évidemment que les symptômes, enfin évidemment non, mais que les symptômes parkinsoniens ou que l'effet sédatif. Et donc on ne peut pas vraiment conclure là-dessus, mais on sait quand même qu'il y a un risque d'allongement du QT, mais on ne sait pas vraiment s'il y a un risque supérieur d'un neuroleptique à un autre, même s'il y a quelques pistes qui suggèrent que peut-être l'aripiprazole aussi aurait peut-être un peu moins d'effet. Troubles de la marche, fracture, là aussi, ça aussi c'est des effets qu'on constate souvent au quotidien, mais qui ne sont pas si caractérisés que ça sur le plan de l'évidence. Infection pulmonaire et urinaire, thrombose veineuse, accélération du déclin cognitif et risque épileptique. Ça, c'est des choses qu'on connaît bien, et donc on va évidemment indiquer tout ça dans les recommandations. Mais le risque n'est pas aussi évident que ça, même s'il est évidemment à prendre en compte. Un mot sur les autres neuroleptiques en dehors de ces 4 neuroleptiques bien étudiés. La clozapine. La clozapine, vous le savez, est plutôt indiquée dans les maladies de Parkinson, les symptômes parkinsoniens et la maladie à cœur de Lévy par exemple. Pas forcément en première intention, enfin, ça c'est un autre débat, mais c'est l'indication principale. Néanmoins, ce dont on a convenu dans les groupes, c'est que on pouvait aussi l'envisager dans deux autres situations supplémentaires, quand on n'avait pas forcément de diagnostic évident de maladie à cœur de Lévy ou de maladie de Parkinson, mais qu'on avait un patient avec des symptômes parkinsoniens marqués. Peut-être secondaire à une prise de neuroleptique par exemple, ou vasculaire. Et par ailleurs, aussi en cas de résistance particulièrement sévère. Un patient qui a des symptômes neuropsychiatriques assez sévères, assez polymorphes, qui résiste aux premières et aux deuxièmes lignes de neuroleptiques, ça peut être une indication. Évidemment, vous connaissez le risque d'agranulocytose, les effets secondaires assez sévères de ce produit. Je vais faire court. La misulpride, peut-être pour dire un mot là-dessus. C'est vrai que c'est un produit, vous savez, qui est assez peu étudié dans les littératures parce que en fait, il est disponible principalement en Europe et pas aux États-Unis et aussi au Japon et ailleurs. Mais en fait, on sait peu de choses sur ce produit. C'est un dérivé d'une benzamide, vous savez, et donc il a un profil de tolérance probablement très intéressant chez la personne âgée. On sait qu'on l'utilise assez facilement dans la schizophrénie très tardive, par exemple. Et il y a probablement des choses assez intéressantes avec le misulpride, et il va apparaître dans une certaine mesure dans les recommandations ici. Pour terminer, le thiapride. Alors le thiapridal, c'est vrai qu'il est apparu dans les recommandations 2009, et en fait, il y a quand même très peu de données d'évidence, quoi. Et donc, on a eu le sentiment dans les groupes qu'il y avait beaucoup maintenant d'alternatives disponibles sans qu'on ait besoin de recourir au thiapridal, notamment parce que c'est un produit qu'on connaît mal et que les risques parkinsoniens en fait sont pas si négligeables que ça avec ce produit. Donc le thiapridal plutôt pas recommandé en fait. Traitement retard pas recommandé, pour le dire très simplement. Parce qu'il n'y a aucune étude, c'est contre-indiqué dans l'AMM, là on se met vraiment en danger sur le plan médico-légal si on prescrit des traitements retard dans cette indication. Jean en a parlé, donc je vais passer très vite sur ces tableaux, mais voyez l'objectif, c'est d'arriver finalement avec des recommandations assez pratiques sur comment prescrire, avec quelle augmentation de palier, avec quelle prise par jour, avec quelle dose maximale. Et donc vous aurez tout ça avec, dans les recommandations qui arriveront peut-être fin d'année ou début d'année prochaine. Donc on a hâte d'avoir une version finale. Mais ça, c'est le tableau qui est déjà bien avancé dans nos discussions, qui est probablement quasi final. Et c'est ce tableau que Jean a... Pardon. Que Jean a... Oui, que Jean vous a montré aussi. C'est une bonne idée. Et vous voyez peut-être ce que Jean vous a pas dit, mais ce qui est intéressant ici, c'est dans la deuxième partie du tableau, c'est finalement la comparaison
des différents profils de tolérance avec des choses assez visuelles, plus ou moins. Bon. Et donc ça sera aussi dans les recommandations. Juste un tout petit mot pour terminer, pour vous donner un élément d'actualité que vous connaissez probablement. Vous savez qu'aux États-Unis, il n'y a jusqu'à peu de temps, aucun produit, aucun neuroleptique qui avait l'AMM dans l'agitation de la maladie d'Alzheimer. En France, vous savez, le seul qui est disponible, c'est le Risperdal et le Thiapridal dans une certaine mesure. Et la grosse nouveauté aux États-Unis, c'est le Brexpiprazole. Le Brexpiprazole qui vient d'avoir, il y a quelques mois, l'AMM spécifiquement dans l'agitation de la maladie d'Alzheimer, avec un certain nombre d'études, notamment cette étude dans le JAMA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un produit très très cousin de l'aripiprazole en fait, sur le plan moléculaire. C'est un produit très très proche de l'aripiprazole sur le plan moléculaire, ce qui probablement explique pourquoi les données d'évidence les plus récentes ont tendance à favoriser probablement un peu l'aripiprazole, et le Brexpiprazole qui n'est pas encore disponible en France, qui le sera peut-être, mais est un produit qui maintenant deviendra probablement un des gold standards aux États-Unis. Alors il y a peut-être un effet d'annonce, on verra si ça se confirme dans le temps, mais en tout cas c'est le seul produit qui a eu cette autorisation de mise sur le marché. Voilà. Et en conclusion, rappeler évidemment que les prescriptions se font selon un rationnel documenté, on le disait, mais non seulement de l'évidence scientifique dont je vous ai parlé, mais aussi évidemment les profils d'effets indésirables, de pharmacologie, sa forme galénique, on l'a dit, le degré d'urgence, on l'a dit, et puis d'une réflexion éthique plus globale, évidemment, sur la situation clinique en fonction de la sévérité des troubles, de la gravité des pathologies sous-jacentes, et puis bien évidemment des souhaits des personnes et des proches, comme de l'équipe soignante. Voilà, j'essaie de terminer à peu près dans les temps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, il y a encore beaucoup d'informations. Moi, j'ai une question brûlante pour Thomas. Est-ce que le thiapiride, il faut définitivement le supprimer de notre esprit, tellement il a été adoré par beaucoup de professionnels? C'est une question brûlante pour moi, mais je laisse la parole après à Jean. Alors, il y a un effet doudou avec le thiapridal, je pense. C'est comme l'équanil. En son temps, il y a eu l'équanil, et là, il y a le thiapridal. L'Atarax aussi. Enfin, sincèrement, il y a maintenant tellement d'alternatives que le thiapridal, oui, je pense qu'il faut vraiment l'oublier. C'est un peu comme l'olanzapine qui arrive vraiment à la fin. Le thiapridal, il y a plus de raison de le prescrire en première, deuxième, troisième intention, vraiment. Pour écarter un produit, il y a l'expérience que tu cites des doudous. Le niveau de preuve, il est très très faible. L'erreur de mesure, la littérature dit que le score total d'une NPI, il ne faut plus l'utiliser. L'erreur de mesure est considérable avec la NPI, la sévérité multipliée avec la gravité. Quand on fait une erreur, et l'erreur est humaine, et qu'on multiplie fréquence par gravité, si la sévérité est de 4, je multiplie par 4 l'erreur. Je fais une erreur avec l'échelle EHPAD, l'erreur vaut 1. Je fais une erreur de 1 avec la NPI, l'erreur vaut 4. Et ce qui explique que la NPI, il y a une erreur de mesure considérable. Il faut abandonner la NPI. Ah oui, ça, je suis tout à fait et j'espère que ça va être dans la version 10 des recommandations. Tout à fait d'accord avec vous. Et on écarte le thiapride, néanmoins, où là il y a une expérience, parce qu'il y a cette connerie de la NPES. Flûte, ça perd l'hypopète. Néanmoins, sur la base des expériences personnelles, le thiapridal aussi est jugé défavorable pour pas mal de raisons. Voilà, pardon. Vas-y. J'ai une deuxième question brûlante parce que j'ai peut-être pas tout bien compris. Je suis désolée. On a parlé de la gestion de la crise avec des antipsychotiques qui sont un peu différents de ceux que tu as présentés. Est-ce qu'il y a un lien? Comment est-ce qu'on tuile? Voilà, je voulais avoir l'avis un peu de tous les deux entre l'urgence et le long cours. Voilà. Si vous pouvez nous préciser ça. Ouais, en fait, c'est pas contradictoire du tout. C'est un peu bon. Ce que tu as fait, Thomas, c'est en fait sur des traitements longs. Et moi, ce qui a été évoqué dans le groupe sur la crise, c'est des traitements ponctuels. C'est une fois, 2 fois. Et après, on prend le relais avec autre chose. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque de l'utiliser en ponctuel, mais ce n'est pas les mêmes indications, ce n'est pas automatiquement les mêmes formes. Et là, c'est plus du péros, l'autre, c'était plus injectable. Donc, c'est complémentaire. Donc, c'est peut-être un élément important à préciser, c'est que on vous donne un truc un peu plus large sur les troubles de comportement en crise,
comportemental et un peu plus étroit et plus focalisé du fait de l'effet de tolérance dans la durée dont il faut encore plus tenir compte quand le traitement est long que quand il est court. Ça ne veut pas dire qu'on le banalise quand il est court, bien sûr. Et je réinsiste, les antipsychotiques ou les neuroleptiques restent pas la règle, c'est la deuxième ou troisième intention par rapport à autre chose avant. Voilà, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Oui, ça fait la transition peut-être. Oui, je vais en profiter du coup pour... très très bien, on est très fort. Même pas fait exprès. Voilà, donc je vais avoir l'honneur de présenter Anne-Julie Vaillant, donc, qui est docteur en psychologie et qui nous a fait la gentillesse d'animer le groupe sur les thérapeutiques non médicamenteuses avec Lisette Volpe-Gillot qui faisait également l'autre partie. Donc l'idée c'est... alors vous voyez que dans les groupes, il n'y a que 2 groupes qui concernaient les non médicamenteux, ce n'est pas lié à l'importance qu'on y apporte. On trouve que c'est extrêmement important le non médicamenteux et que ça doit apparaître dans toutes les prises en charge. Mais c'était important aussi de se focaliser par molécule et ça demandait beaucoup d'énergie. Voilà, donc on te donne la parole, Anne-Julie, pour nous présenter une synthèse automatiquement frustrante parce que tu n'auras pas le temps de tout traiter. Oui, c'est un peu challengeant. Sur les thérapeutiques non médicamenteuses et le niveau de preuve. Ok, eh ben merci beaucoup. Donc on va prendre la suite et puis moi je vais vous raconter une petite aventure, celle de mon groupe de travail, donc comme on l'a dit, sur les thérapies non médicamenteuses. Je pense que j'avais prévu peut-être un petit peu trop de diapos pour aujourd'hui, donc je vais passer sur certaines d'entre elles. Donc mon groupe s'appelait Approche, intervention et ou thérapie efficace pour réduire les troubles psychologiques et comportementaux dans le cadre des maladies neurocognitives. On va peut-être discuter du titre, mais ça on le fera plus tard pour que je puisse finir ma présentation. Alors, les recommandations. Alors tout simplement, ça a commencé comme ça pour moi. J'ai mis un petit peu d'humour là, mais j'ai été sollicitée par Jean qui est à mes côtés et par Maria, et là c'était super, puisque la thématique très intéressante, et je suis encore, merci encore, très honorée d'avoir pu porter cette thématique. Donc là, le monsieur qui est sur la diapo, c'était moi au début, les premiers jours, c'est la lune de miel. On ne me reconnaît pas bien effectivement, mais bon, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai un peu changé. Ensuite, voilà ce qui s'est passé au moment de la recherche et de l'analyse de la littérature. Quand on a commencé à voir à peu près dans mon groupe, où on était une quinzaine au début, le travail colossal sur les interventions non médicamenteuses, on ressemblait un petit peu plus à la dame là qui se retrouve un petit peu sous une totte de papier. Pardon ? Oui, exactement. Et puis finalement, ouf, on a réussi. Alors vous allez le voir, c'est imparfait. On a fait ce qu'on a pu, mais on a réussi quand même à obtenir quelque chose d'intéressant à la fin. Donc, je ne vous présenterai pas non plus dans le détail l'ensemble des recommandations, tout simplement puisque avec Lisette Volpe, on en parlera plus tard dans la présentation, on n'est pas encore tout à fait arrivé à un consensus. Donc je vais vous donner quelques éléments, mais je vous garderai quand même un petit peu en haleine pour la suite. Alors donc, juste pour qu'on se rende un petit peu compte, l'estimation du travail dans mon groupe, c'était environ 150 heures de travail. Donc ça a été vraiment quelque chose d'énorme, mais on est resté motivés jusqu'à la fin. Bon, j'avoue que certaines personnes, quand elles ont compris qu'il fallait faire ce traitement de la littérature et qu'elles étaient dans les unités à temps plein, on les comprend très bien, certaines personnes ont un petit peu abandonné sur le moment. Et donc, quel est le contexte pour ces recommandations pour le non médicamenteux ? Eh bien, ça concerne, comme on le dit depuis tout à l'heure, effectivement les troubles du comportement. Et la méthode employée a été une méthodologie PRISMA. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais en dire aussi quelques mots par la suite. Et je redis quelque chose que les deux intervenants ont déjà dit juste avant, mais il est important de dire que dans toutes les recommandations, quoi qu'il arrive, lorsqu'il y a des troubles du comportement, effectivement, ce sont les interventions non médicamenteuses qui sont toujours en première intention. Qui sont les destinataires de ces nouvelles recommandations ? Parce que c'est important, Sylvie, tu l'évoquais aussi tout à l'heure, mais à qui est-ce qu'on s'adresse ? Et bien là, effectivement, nous, on a construit dans ce groupe-là des recommandations pour les professionnels, mais pas que. On a essayé d'être aussi assez clair et assez simple pour que ces recommandations, elles puissent aussi servir, pourquoi pas, les aidants. Donc les objectifs, c'était tout simplement de lister les interventions non médicamenteuses, les INM, qui ont été décrites comme efficaces dans la littérature, mais pas que.
Comme je vous l'ai dit, c'était un travail colossal. Et on s'est dit à la fin, puisqu'on a un niveau de preuve qui n'est pas toujours démontré, on va faire également appel dans le groupe de travail à nos experts de terrain pour avoir quelque chose de plus optimal encore. Donc la méthodologie, on avait 2 groupes de travail, vous le voyez là. Donc celui que j'ai eu la chance de coordonner, qui a permis de traiter les interventions non médicamenteuses par approche, par thérapie, par intervention. Et celui de Lisette Volpe qui, lui, traitait toujours les interventions non médicamenteuses, mais cette fois-ci par troubles et par symptômes. Et bien vous voyez, aujourd'hui, on en est là en fait, on en est au stade de la mise en commun de nos 2 groupes de travail. Alors, première étape, parlons-en un petit peu, définir les interventions non médicamenteuses. Alors j'ai remis une définition de la Haute Autorité de Santé, parce que effectivement, avant de commencer ce travail, il faut qu'on parle de la même chose. Et d'ailleurs, c'est extrêmement difficile d'avoir un consensus sur la définition des interventions non médicamenteuses. Donc là, on nous parle de qualité de vie, de langage, cognition, stimulation sensorielle, de prise en charge globale, et puis effectivement d'approches qui ont dû faire preuve de leur efficacité. Donc là, je rebondis sur ce que tu disais, Jean, tout à l'heure, puisque si on lit la suite de la définition, on est sur des interventions qui peuvent être soit thérapeutiques, soit ludiques, c'est-à-dire occupationnelles. Et certaines d'entre elles vont être centrées sur la communication, mais aussi sur l'environnement, environnement au sens large, architectural, mais relationnel également, et puis sur l'organisation des soins. Donc on part de cette définition. Et puis on a une autre qui est intéressante aussi. Alors cette fois-ci, on n'est plus spécifiquement dans le cadre de la personne âgée, mais vous avez certainement entendu parler de ce groupe de travail qui référence un peu les interventions non médicamenteuses. Et là, on l'a défini, cette INM, comme une méthode de santé référencée, efficace, non invasive, personnalisée et encadrée par un professionnel qualifié. Moi, cette définition, elle me plaît bien quand même, notamment pour le personnel qualifié, puisque c'est un débat qu'on a eu avec toi, Jean, et avec Maria. C'est d'accord, on sait à peu près, grâce à notre revue de littérature, qu'est-ce qui fonctionne pour quelle indication, mais au final, qui va faire les INM ? Est-ce que ce sont les neuropsychologues, les psychologues, les AMP, les ASG ? Et ça, c'est une vraie question et un vrai débat qu'on a eu ensemble. Alors, autre chose intéressante, c'est le guide des interventions non médicamenteuses de la Fondation Médéric. Si vous ne l'avez pas encore, vraiment, je vous conseille de vous en rapprocher parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment pris en compte, que ce soit dans mon groupe ou dans celui de Lisette, puisqu'il est quand même assez clair et il propose en fait vraiment un protocole des interventions non médicamenteuses, ce qu'on a également dans notre groupe de travail tenté de faire. Puis après, il y a d'autres ouvrages de référence, mais je pense que vous les connaissez déjà, autour du non médicamenteux. Donc une fois qu'on a défini et qu'on sait déjà un petit peu mieux de quoi on parle, on va passer à la partie la moins fun, j'ai envie de dire, la recherche bibliographique. Alors du coup, on a mis en place ce modèle Prisma, donc je ne vais pas avoir le temps de développer toutes les étapes, mais c'est vrai que c'était très nouveau pour moi, je vous l'avoue, mais également pour les membres de mon groupe, où on a dû vraiment passer ces 4 étapes. Et vous voyez, c'est très précis en fait. On va identifier des articles, on va faire une base de données sur un fichier Excel, puis ensuite on va sélectionner des études avec des critères d'inclusion. Donc ça c'est aussi une étape très importante, où on a pu enlever toutes les études qui ne correspondaient pas à notre recherche. Et puis on va évaluer ensuite, et là c'est le gros du travail, les articles qui nous restent, mais dans l'entièreté. On n'est plus sur le résumé et sur le titre, mais sur l'entièreté. Et là, merci encore à toutes les personnes de mon groupe de travail qui ont été relecteurs, parce que ça a été vraiment un énorme travail. Et puis à la fin, évidemment, on va extraire les données qui nous semblent les plus pertinentes. Alors ça, c'est pour vous mettre un petit peu la migraine avant le repas de midi, mais voilà à quoi ressemblait un petit peu l'équation qu'on a utilisée, notamment sur le moteur de recherche PubMed. Donc vous voyez qu'on a utilisé quand même pas mal de mots-clés pour arriver à cette recherche. Au total, on s'est basé entre 2009 et 2022. On avait au départ 2400 articles. Bon, heureusement, avec toutes les étapes du Prisma que je vous ai montrées, on a réussi, désolé ma diapo est petite, mais à arriver à la fin à 56 articles sélectionnés. Là, on a aussi ajouté d'autres sources, parce que c'était bien d'avoir des moteurs de recherche comme PubMed, mais on s'est dit aussi, on va aller voir un petit peu tout ce qui se fait actuellement en termes de recommandations.
que ce soit au national ou à l'international. Et pareillement, on a pu élaborer un tableau en fonction de l'année avec toutes les recommandations. Finalement, il y en avait même plus que ce qu'on pensait. Donc, une fois la recherche terminée bibliographique, on va passer maintenant à l'étape de répertorier les INM. Et vous allez le voir, c'était pas le plus facile non plus. Donc finalement, grosse difficulté parce que extrêmement difficile avec la diversité de toutes les INM qu'on a pu regrouper. Je vais vous les montrer juste après. Ça a nécessité beaucoup de groupes de travail pour essayer de trancher et de faire un choix dans ces INM. Est-ce qu'on les rassemble? Est-ce qu'on les laisse seuls? Quelle catégorie on va mettre? Et finalement, on est quand même arrivé à un consensus. Alors je préfère quand même le dire, c'est imparfait. Au niveau de la méthodologie, on a fait ce qu'on pouvait, mais bon, il y a toujours des failles, je pense, dans ce genre de projet. Et puis surtout, quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'approches multidomaines. Donc on ne retrouve pas spécifiquement dans nos recommandations, je pense par exemple à la stimulation cognitive, avec les mots-clés qu'on a utilisés, ce n'est pas une INM qui ressortait seule. Par contre, elle était employée avec d'autres INM. Donc finalement, voici à quoi ressemblent les catégories qu'on a tenté de faire. Donc il n'y a pas d'ordre particulier. Ça, c'est extrait d'un énorme document que le groupe de travail a fait. Mais voici ce qui ressort un petit peu et qui a montré une certaine efficacité. Je parle juste quelques secondes des thérapies alternatives et complémentaires. J'étais assez surprise, je ne m'y attendais pas, mais il y a eu quelques études qui sont sorties sur l'acupuncture ou l'acupression. Bon, c'est bon de le savoir. Mais n'empêche que parmi toutes ces approches que je vous laisse lire, il y en a 3 qui ressortent particulièrement et qui ont montré plus d'effets sur l'ensemble des troubles du comportement. Désolée, on parle encore du NPI, mais c'est quand même effectivement la référence dans les articles qu'on a pu lire. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. À votre avis, quelles sont les 3 approches qui se démarquent un peu des autres? Tic-tac, tic-tac. Marie-Christine, tu n'as pas le droit de participer, tu le sais déjà. Alors, je ne vous fais pas patienter plus longtemps, je ne sais pas si vous êtes surpris ou pas, mais là où on a le plus de niveau de preuve, en tout cas dans mon groupe de travail, et je pense qu'avec Lisette quand même on se rejoint, c'est au niveau de la musicothérapie, de l'activité physique adaptée. Pourquoi aussi? Parce que tout simplement les études sont de meilleure qualité, la méthodologie est mieux faite, donc forcément on a un meilleur niveau de preuve. Et quand je parle d'approche de sensibilisation, formation et éducation, en fait, c'est tout ce qui va être formation, que ce soit des soignants, voire même des aidants. Et là, pour le coup, c'est pas très surprenant. Alors, que dire maintenant des autres INM? Ce qui est important de se rappeler là-dedans, c'est que ce n'est pas parce que les autres INM n'apparaissent pas là qu'elles ne sont pas efficaces. Et ça, voilà, je voudrais qu'on puisse en discuter aussi. Je vais donner un exemple très rapide, mais voilà, ça c'était par rapport à un projet de recherche qu'on a fait au CHU sur l'art-thérapie. L'art-thérapie, en tout cas dans ce projet-là, et je pense que vous avez tous des exemples dans vos services et dans les institutions dans lesquelles vous travaillez, ça peut fonctionner, on peut avoir un effet intéressant sur les troubles du comportement. Pourtant, dans ce groupe de travail, on ne retrouve pas d'efficacité. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas à nouveau. Et ça, c'était hyper important pour nous, donc on l'a bien redit dans la suite. Je passe parce que ça, je viens de vous le dire. Et puis donc, on arrive à notre étape 4. Maintenant, c'est chouette, on a les conclusions de la revue de la littérature, mais on va aller interroger un petit peu, comme je vous le disais, les experts de terrain. Voici un exemple de petites recommandations qu'on a pu mettre en place avec d'autres groupes de travail sur les INM. Je vous en lis une, par exemple. Du fait de la variabilité d'expression des troubles influencés par l'environnement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et les caractéristiques intrinsèques de chaque individu, il est indispensable de mener une enquête étiologique autour des troubles du comportement. Oui, parce que c'est bien beau tout ça, de dire qu'est-ce qui marche en termes d'INM, mais au final, si on ne fait pas la bonne enquête étiologique, est-ce qu'on arrivera finalement à mettre en place tout de suite la bonne intervention non médicamenteuse? Eh bien, pas sûr. Donc nous, en tout cas, on a souhaité faire ressortir cette approche-là, 10, parce qu'elle était très présente dans la littérature, et puis ça nous semble important pour les professionnels de terrain, qu'ils aient aussi des outils et une vraie méthode en fait clé en main. D'autre part, prendre en compte le lieu de vie de la personne. Dans notre groupe de travail, on a été plusieurs à travailler soit dans des secteurs hospitaliers, soit dans des EHPAD ou encore dans des SSR. Donc c'est pas non plus la même chose, on n'a pas les mêmes habitudes. Donc finalement,
Là, le docteur Montfort va m'en vouloir parce que j'ai encore parlé du NPI, mais tant pis, puisque c'est celui qui ressortait également. On s'est dit que la réévaluation régulière des troubles du comportement doit être faite avec un outil spécifique, alors discutable, NPI, Cohen-Mansfield, autre outil, en tout cas d'en avoir un de référence. Et puis que ce soit aussi quelque chose qui rentre dans nos pratiques, qui soit vraiment évoqué lors des staffs médicaux ou des réunions d'équipe. Et en EHPAD, évidemment, ça doit faire partie intégrante du projet d'accompagnement personnalisé. Pareil sur le SMR, j'ai toujours pas l'habitude de dire SMR à la place de SSR, mais effectivement de faire rentrer aussi ces interventions non médicamenteuses quelque part dans le dossier du patient. Et puis à domicile, pourquoi pas, c'est ce qu'on s'est imaginé, mais d'avoir un espèce de carnet de liaison, pourquoi pas une application, enfin ce qu'on veut, mais faire du lien, tracer, protocoliser et évaluer les INM. Protocoliser, c'est ce que je viens de dire, donc indépendamment du contexte, nous on a proposé qu'il était indispensable que l'INM soit clairement défini, que son protocole soit rédigé, et on n'a pas insisté là-dessus, mais une INM n'existe que s'il y a au moins un article scientifique à son sujet dans la littérature, ça me semble important, et qu'on puisse vraiment réévaluer son intérêt autour du trouble. L'environnement, on en revient toujours au même, mais c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, on le sait que l'environnement reste quand même quelque chose de primordial, donc prendre en compte l'environnement global de la personne, comme je le disais tout à l'heure, c'est son environnement social, relationnel, architectural, mais aussi sensoriel. Tout ça, c'est des choses qui sont indispensables. On s'en doute bien, faire de l'art-thérapie ou faire de la musicothérapie, si avant tout je ne mets pas un contexte en place, bien, il y a toutes les chances que mon intervention ne fonctionne pas. Donc mettre un cadre vraiment plus sécurisant en place, et on a vraiment là axé sur les soins relationnels qui nous semblent extrêmement importants. Il me reste un petit peu de temps ? Je vais faire très vite alors. Très rapidement, alors j'en ai parlé avec Lisette Volpe, je ne vais pas présenter les résultats de son groupe de travail, c'est elle qui le fera lors des prochaines fois, mais je vous l'avais dit tout à l'heure, elle a travaillé par symptômes, et ce qui est intéressant, c'est qu'on se regroupe un peu. Je vous donne 3 exemples sur l'agitation, l'agressivité. Qu'est-ce qui fonctionne ? C'est la formation des équipes. On en revient au même. Les interventions sensorielles. Au niveau de l'anxiété et de la dépression, on se rejoint à nouveau, on est sur la musicothérapie. La luminothérapie pour la dépression et puis la réminiscence. Alors que pour l'apathie, on va être plutôt sur des approches multimodales avec différentes INM mises en place conjointement. Et puis évidemment des approches individualisées. Donc j'en dis pas plus parce que là c'est le travail de Lisette et je ne voudrais pas trop avancer là-dessus. Donc finalement, s'il y a des messages clés à retenir, et je m'arrêterai là, c'est que dans notre groupe de travail, donc on a fait nous également un tableau aussi, je voyais que tout à l'heure tu parlais de tableau, on a essayé de faire un tableau que vous aurez à la fin des recommandations avec le type d'INM, les indications thérapeutiques, les échelles d'évaluation du comportement de l'humeur qu'on peut proposer et puis des commentaires avec un peu des conseils pratiques pour les soignants. En tout cas, voilà, on reste donc sur ces 3-là que j'ai déjà évoqués. Et puis, je l'ai déjà dit, mais j'insiste là-dessus, de privilégier toujours l'environnement, les soins relationnels. Et puis, vous l'avez vu, on a quand même pas mal de limites méthodologiques dans ce travail et des études qui sont vraiment toutes différentes les unes des autres, donc ça n'a pas été évident. Ce que je trouve vraiment intéressant, et je m'arrêterai là, c'est que c'était essentiel d'avoir les retours des experts du terrain. Et je pense que ça, en plus du Prisma, ça va nous permettre d'avoir au moins un consensus pluridisciplinaire. Et je vais m'arrêter là en remerciant encore les gens de mon groupe. Merci beaucoup. Bravo pour tout le travail qui a été fait, parce que ça a été très bien explicité. On a compris toute la difficulté et on a un rendu qu'on attend avec une grande impatience. Bravo Anne-Julie, à toi et à ton groupe, et bravo aussi à Lisette et à son groupe, parce qu'on a hâte d'avoir le résultat final. Donc maintenant, je laisse la place à la salle, parce que vous avez sûrement des questions. Oui, merci beaucoup. J'ai une question là sur les interventions non médicamenteuses. Alors, vous l'avez évoqué, mais je ne sais pas, vous avez dit conseils pratiques. Est-ce que vous allez donner des conseils sur la façon de les mettre en place et surtout combien de temps, etc. Parce qu'effectivement, dans la littérature, je prends l'exemple de la musicothérapie, on trouve de tout, sur tous les symptômes et appliqué sur des procédures complètement différentes. Donc ma question, c'est est-ce que par rapport à chaque intervention médicamenteuse,
vous allez donner un peu un protocole. Voilà, merci. Tout à fait. Merci pour votre question. Alors oui, on a un gros document de plus de 250 pages, hein, comme je le disais, où c'est vraiment très descriptif. Mais on aura effectivement pour chaque INM, toujours pareil, hein, c'est malheureusement pas issu de la littérature, comme vous le dites très bien, on a très peu d'indications. On s'est vraiment basé sur le guide de la Fondation Médéric qui, lui, donne pas mal de conseils pratiques, mais on a essayé, avec les experts du groupe, de donner vraiment combien de temps, combien de séances, est-ce que c'est 30, 45 minutes, combien de fois par semaine. Tout ça, vous le retrouverez dans les recommandations. Oui. Ce que tu dis pas aussi, c'est que tu as travaillé aussi sur le livret de la Fondation Médéric Alzheimer. Donc c'est pas un travail en parallèle, c'est un travail coordonné. Donc, notamment la dernière version qui est sortie très récemment. Bonjour d'abord. Je voulais savoir, j'ai beaucoup de patientes notamment qui sont encore sous étifoxine. Je sais pas, le Stresam. Aujourd'hui, on sait que les recommandations l'excluent complètement, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez. Complétera. Oui, le Stresam, on ne l'utilise plus. Alors, le niveau de preuve est assez faible au niveau de l'efficacité. C'est des molécules qui ne sont pas benzo, mais qui agissent quand même un petit peu sur les récepteurs benzo. Mais avec une moindre efficacité des benzos, qui a moins d'effets myorelaxants, moins d'effets sédatifs théoriquement, mais d'effets retardés. Donc après, le niveau de preuve est faible, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été repris. Je crois que dans le groupe anxiolytique, il n'est pas repris non plus. Voilà, donc il confirme. Donc oui, non, c'est une molécule qui, à notre avis, ne doit pas être utilisée. Oui, c'est une histoire marrante en fait, l'étifoxine, parce que vous savez, c'est un produit qui a eu une indication incroyable. Enfin, on ne sait pas. C'était, je ne sais même plus quel était le label de l'AMM. C'était anxiété. Enfin, c'était très très vague. Et donc la NSM s'est dit oula, c'est un peu bizarre cette affaire. S'il vous plaît, conduisez-nous un essai randomisé bien fichu dans une indication précise. Ils ont pris le trouble de l'adaptation avec anxiété. Et ils ont comparé 3 groupes, étifoxime, je crois que c'était lorazépam et placebo, 100 dans chaque groupe, et ça marche. Enfin, il n'y a pas de supériorité numérique dans aucun des deux groupes testés. C'est-à-dire que 40% d'efficacité sur le trouble de l'adaptation avec anxiété, à la fois sur le lorazépam et sur le Stresam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lorazépam ne marche pas et que le Stresam non plus, dans cette indication spécifiquement. Et donc c'était déremboursé, et vous savez qu'il y a une alerte sur... alors j'ai un cas très intéressant avec les dermatologues qui se battaient pour savoir d'où venait ce DRESS syndrome. Ils n'étaient absolument pas au courant que c'était le Stresam potentiellement qui pouvait donner un DRESS syndrome. C'est toxique, donc la revue prescrire, là, abonnez-vous à la revue prescrire, le mot n'a pas été prononcé ici. Et hépatique. C'est toxique, c'est très toxique, donc ça ne marche pas et vous tuez les gens. Et je me tais. Je pense qu'on peut encore prendre une question pour 1 ou 2 remarques. Oui, donc 2 questions en attente. Oui, merci beaucoup pour tout ce travail. Une des recommandations essentielles pour le traitement médicamenteux, c'était la durée du traitement par rapport aux troubles psychologiques et comportementaux. Est-ce que ça va changer, puisque aujourd'hui il y avait des grandes différences entre dépression, épisodes confusionnels et puis symptômes psychologiques et comportementaux. On disait qu'il fallait revoir ça dans les 3 mois pour ne pas péjorer l'avenir du patient âgé. Est-ce que vous avez pu travailler là-dessus? Oui, alors je suis passé vite sur le tableau, mais en effet, c'est mentionné dans le tableau, et en fait, c'est commun à toutes les molécules. C'est-à-dire qu'en effet, l'idée, c'est d'une réévaluation à 2 à 4 semaines, après la posologie optimale, et maximum 3 mois. C'est c'est les recommandations qu'on a faites sur la fin du tableau, c'est ce qui apparaît en effet. Mais oui, c'est ce qu'on a conclu, ce qu'on recommande en définitive. Ouais. Pour les neuroleptiques en tout cas. Ouais. De toute façon, il y a une évolution des troubles de comportement du fait de l'évolution des troubles neurocognitifs, donc qu'il faut automatiquement intégrer. Il y avait une autre question. Oui, alors la question qui fâche, les recommandations définitives, le rendu définitif, c'est pour quand? Normalement, c'est fin d'année. Mais il y a beaucoup de groupes où on a finalisé. Là, le groupe, notamment sur la crise, est extrêmement complexe du fait qu'on doit s'adapter à pas mal de pratiques différentes. Donc là, il est quasi finalisé. Je pense qu'on commence à avoir quelque chose qui se tient bien.
Donc il y aura peut-être encore des petites nuances, mais globalement, ce qu'on vous a présenté est assez finalisé. Et sur les 20 groupes de travail, on doit être à peu près à 90% de finalisés, donc ça se termine. Et on en est à la fois content. On en parlait ce matin avec Sylvie. Je pense qu'au sein notamment de la CFJG, mais ça peut être également au sein de la SF3PA, je pense qu'il y aura sûrement un suivi, une sorte de vigilance pour pouvoir adapter au cas par cas en fonction des évolutions de nos articles, de nouvelles molécules et tout ça, qu'on puisse éviter de le faire une fois tous les 15 ans et qu'on puisse faire des petits, pas tout refaire, mais faire ponctuellement. Je pense qu'on aura cette démarche de suivi qu'on proposera en tout cas. Voilà. Dernière question, allez-y. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir s'il y aura un aparté sur notamment la problématique des crises en UHR dans les EHPAD, où on a quand même des difficultés d'accès aux traitements et on a des difficultés de surveillance, surtout des traitements, même si on arrive à avoir des traitements par les équipes mobiles. Enfin, bon. Donc on a vraiment cette problématique de la surveillance derrière. Et est-ce qu'il y aura quelque chose là-dessus, ou je sais pas, Alors là, c'est les limites des services, en fait. Donc, ce ne sera pas spécifiquement traité. Je pense que si certaines molécules nécessitent une surveillance, notamment, par exemple, on a des fois besoin d'un ECG ou choses comme ça et qu'on n'a pas accès à l'ECG, il faudra se poser la question, soit est-ce que c'est la bonne molécule, soit c'est le bon lieu. Mais ça, c'est les UCC servent à ça. Il y a certaines unités qui sont plus médicalisées, qui permettent d'aider la crise. Alors, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de machin, voilà. Mais c'est tant dit. Puis après, les équipes mobiles qui peuvent se déplacer. Donc, ça sera traité indirectement. Mais à nouveau, on ne va pas pouvoir vous dire exactement ce qu'il faut faire patient par patient, situation par situation. On vous donne un cadre, un canevas qui vous permet de vous dire, bah là, c'est plutôt cette indication de molécule. Mais je peux pas la surveiller, donc je demande une hospitalisation, peut-être, voilà. Ou je demande le passage équipe mobile, ou je passe par l'HAD si certaines molécules nécessitent l'HAD, voilà. Donc voilà. Pour le midazolam, par exemple, on l'a de plus en plus. Alors c'est un peu une dérive d'utilisation parce que l'indication maintenant pour l'avoir en dehors de l'hôpital, c'est le soin PAL. Mais on le voit de plus en plus utilisé en dehors du soin PAL en considérant que c'est des soins PAL comportementaux. Pourquoi pas? Mais en tout cas, il faut toujours être vigilant sur la molécule, c'est une molécule d'anesthésie, et être vigilant sur la surveillance. Voilà. Je complète, l'exemple du midazolam est un très bon exemple, parce que ce que vous attendez, et ce qu'on attend des recos, c'est des recettes qu'on n'aura jamais. Mais je trouve que, et je pense qu'il faut vraiment les féliciter, on a énormément d'informations qui vous permettent de construire votre propre prise en charge dans chacune des structures. Et par exemple, l'histoire du midazolam qui a été largement diffusée partout, dans toutes les structures, pas toujours avec une surveillance, loin de là, à des doses inadaptées, loin de là, avec des récurrences de traitement très fréquentes. Enfin, vous voyez, donc on était sur du mésusage absolu. Il y a une vraie discussion, je peux en parler, hein, dans le groupe des recos, parce que c'était, est-ce qu'il faut ne surtout pas en parler? On est hors AMM absolu. Et pourtant, Jean vous en a parlé. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux qu'on en parle avec des limites, plutôt que de dire on n'en parle pas et de savoir que n'importe qui fait n'importe quoi. Donc c'est des choix, vous voyez, qui peuvent être discutés, critiquables, mais qui permettent de dire qu'on est vraiment sur une réflexion sur le pratico-pratique. Mais après, effectivement, dans l'UCC ou dans l'UHR, la midazolam, oui, non, mais qu'est-ce que j'ai autour qui me permettrait de... Et ça, c'est vous qui le saurez pour votre UHR, qui n'est peut-être pas celle de la ville d'à côté, vous voyez. C'est là où on ne peut pas vous donner toutes les réponses. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Voilà, donc je pense qu'on va peut-être clore la session. Merci à tous d'avoir été si présents. Bravo. Encore une fois, je pense qu'on peut vraiment féliciter tout le travail qui a été fait. Les 3 orateurs vous ont bien montré la réflexion qu'il y avait derrière. Et je trouve qu'on peut être fier de ces recommandations nationales. Merci beaucoup à tous les 3. Bravo. Donc, retour à... c'est à 14h, il y a quelque chose? Il y a un Simpo à 12h45. Donc à 12h45, retour ici pour un Simpo. Ok, Inicia. Merci beaucoup.